Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse politique. Il n'est pas 18h, il est un peu plus tard que 18h. On est un peu en retard, mais c'est à cause de l'actualité cette fois-ci. Mais on commence à prendre l'habitude. C'est pas à cause de Qadi Hassan. Nous sommes en direct de Radio M. Et avec nous ce soir pour commenter et analyser le départ surprise du SG du FLN, mais aussi le duel entre Ahmadou Yahya et Taïb Louh. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois le journaliste de TSA, Salim Mesbah. C'est mon baptême de feu. Oui, voilà. On est très content de t'avoir parmi nous. Et on a aussi le retour de Mohamed Iwanougan, journaliste de Liberté. Merci d'être revenu, Mohamed. Merci. Qadi Hassan, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Saïd Jafar, bonsoir. Qadi Hassan, il est 18h presque 20. Alors, c'est à toi, puisque tu as l'air de te réveiller. Je vais te demander l'image de la semaine, Hassan. C'est une image qui nous vient de Arba Akhtar, Harraj, qui nous a été rapportée par Abdou Sammar, qui nous a donné une interview. Qui t'a donné une interview cette semaine ici sur son aventure, mes aventures. Oui. Et la nouvelle qu'il nous rapporte, c'est qu'on a des nouvelles de Kamel Boucher. Kamel Boucher, il dit à Harraj qu'il est prêt à payer 1 milliard pour manger une cuisse de poulet. Voilà. Pour un importateur de viande. Voilà. Il est prêt à payer 1 milliard pour manger une cuisse de poulet parce qu'on lui interdit de manger ce qui vient de l'extérieur. On a peur qu'on l'empoisonne parce qu'il tient tellement de gens en respect avec ses vidéos, machin, etc. Que donc, voilà, 1 milliard. Celui qui peut vendre une cuisse de poulet à Kamel Boucher pourrait s'enrichir. Voilà. Saïd Jafar, ton image de la semaine ? Écoutez, c'est ce qui s'est passé à Gaza. Une violence extrême. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que on a eu des réactions dans des pays européens qui dénonçaient les tirs de missiles du Hamas. Les 5 roquettes. Les 5 roquettes. Alors que, factuellement, il y a eu une intrusion, une opération spéciale menée par les Israéliens, qui a été contrée par des Palestiniens, et puis il y a eu un bombardement massif des Israéliens pour faire évacuer leurs forces. Je suis atterré par cette manière quand les Européens... C'est comme si, en fait, le bureau de Netanyahou qui rédige leur communiqué après chaque attaque de l'armée israélienne. C'est scandaleux, c'est minable. Oui, et ça continue. Mohamed Iwanougan, ton image de la semaine ? Bon, moi, je reviens à l'image des policiers donc, qui sont acharnés brutalement contre un supporter au stade du 5 juillet, lors du match du Mouloudia. Je me demande jusqu'à quand, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, bon, les policiers ont l'habitude de brutaliser les manifestants, les supporters dans les stades, etc. Jusqu'à quand les policiers comprendront que la violence ou la violence de l'État a des règles, a des limites. On ne peut pas continuer à tabasser quelqu'un qui est par terre, neutralisé. C'est et bon. À chaque fois qu'il y a ne peut un plus policier qui vient, il lui en rajoute une couche. C'est fini la gestion démocratique des foules. Oui, elle est partie, donc la gestion démocratique. Oui. Il y a une plainte qui va être déposée par les pages du MCA. Il y a plusieurs comités de supporters du MCA qui vont être à partie civile, plaignants. C'est une affaire qui va passer avec il y a un communiqué de la DGSN. On va essayer d'authentifier la vidéo, pas les gens qui ont les policiers qui ont commis donc ces actes. Ils vont vérifier, ils vont enquêter sur la vidéo, pas sur le. D'accord. Et ça, c'est intéressant aussi. On en parlera en deuxième partie, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et Salim Mesbah, ton image moi, c'est la petite sieste du roi du Maroc pendant les festivités qui ont eu lieu à Paris. Bon,
c'est peut-être anecdotique, mais voilà, cette image de voir en pleine festivité, de voir un souverain fatigué, dormir, grosso modo, ça l'intéressait pas plus que ça. Il était obligé d'être là. Il a fait acte de présence et puis voilà, il était fatigué, il a dormi. Voilà. Je peux avoir un bonus. Le bonus, c'est Ouihia, la position d'Ouihia sur la photo, juste derrière le président Macron. Image de cette Oui, ça c'est une image très forte parce que elle est pas anodine. C'est pas fait juste comme ça. C'est voilà. Paris a voté. Pardon. Paris a supputé. Paris suppute éventuellement sur la candidature éventuelle d'Ouihia au cas où. Au cas où. Alors, justement, je remarque que personne ne parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Même Ould Abbas, coup de tonnerre dans un ciel qui était loin d'être clair. Le secrétaire Il y a général... plein de pétards qui circulent actuellement. Hein. Le secrétaire général du FLN, Jamal Ould Abbas, n'est plus à la tête du parti qu'il dirige depuis le 22 octobre 2016. Selon TSA, Ould Abbas a été poussé à la démission et il devrait être remplacé par un directoire avec à sa tête une personnalité forte. TSA ne donne pas de nom. Selon l'APS, il a démissionné pour des raisons de santé. Après avoir dégagé Saïd Bouhadja, c'est au tour de Ould Abbas de dégager, écrit le HuffPost Algérie. Alors, cet événement inattendu, à la veille d'une élection présidentielle sans candidat déclaré, seulement 4 mois avant l'échéance, arrive sur fond de duel public entre le ministre de la Justice, Tayeb Louh, et le Premier ministre, Ahmadou Yahya. Alors, Mohamed Iwanougon, je vais commencer par toi. Je voudrais savoir, est-ce que tu as réussi à avoir des informations sur pourquoi cette subite, ce départ soudain? Non, pas du tout. Alors Aucune information. D'ailleurs, même jusqu'à présent, le FLN n'a pas communiqué officiellement sur cette démission. Il y a une déclaration de Bouhamidi à la sortie qui est filmée. Boumehdi confirme pas. Qui confirme pas. Confirme pas. Non, Voilà. c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire, il dit qu'il n'y a pas de démission. Voilà. C'est une affaire de presse. C'est dans la presse il est qu'on malade, dit ça. il est malade. Oui, il est malade. Voilà. Il prend un congé. Enfin, moi, ça me rappelle Feu Abdelhamid Mahari qui disait que le FLN est indépendant de ses militants. Là, on découvre que le FLN est indépendant, y compris de son bureau politique. C'est remarquable. Là, mais l'APS, quand même, donne une source officielle, mais sans identifier cette source. Parce qu'une source officielle, c'est un communiqué, c'est une déclaration officielle. L'APS ne nous dit pas quelle est cette source officielle. Voilà, c'est l'APS qui est la source officielle. Alors, Salim Mesbah, qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez d'écrire un article cette semaine dans TSA qui parle de joute entre, en fait, Ould Abbas et Tayeb Louh. Il y a un vieux contentieux. Oui, vous dites un peu qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils... Oui, non, mais il y a un vieux contentieux. Au sein du FLN, c'est un secret positionnel. Tout le monde sait que Louh prépare éventuellement sa prise de pouvoir du FLN. Et voilà, donc moi sur les infos, oui, mais il faudra lire TSA, donc ça parce que les infos sont là et c'est pas aussi apparemment ça n'a rien à voir avec l'attaque de la prise de position de Ould Abbas concernant l'attaque de Louh contre Ahmadou Yahya, c'est-à-dire que il avait carrément pris la défense du Premier ministre. Ça a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons derrière tout ça. Bon, il ne faut pas oublier que Ould Abbas commençait à gêner tout le monde, à casser les pieds de tout le monde n'en voulait plus. Et qu'à un moment donné, je ne pouvais pas imaginer l'élection présidentielle se fasse avec Ould Abbas à la tête du parti. C'était pour moi inimaginable. Donc à un moment donné, son départ était acté. Bon, alors est-ce qu'il a été, il a été précipité? Apparemment non. Apparemment non. Très bien. Donc pour toi, c'est pas une surprise. Non. C'est intéressant. Qadi Hussein, toi, quand je t'ai appelé tout à l'heure au téléphone pour t'annoncer la nouvelle, tu m'as dit c'est un séisme. Oui, parce que je pense que le mot d'ordre jusqu'à aujourd'hui, c'est d'abord de consolider la scène qui a fait la promotion du 5e mandat. Oui.
tant que ce cinquième mandat n'est pas devenu évident, et il est loin de le devenir encore plus aujourd'hui après ce qui est arrivé, je pense que l'intérêt de Saïd Bouteflika, parce qu'à mon avis c'est Saïd Bouteflika qui a donné l'information à l'APS et c'est lui la source officielle, c'est de consolider les acteurs qui ont porté le projet. Après, voir comment changer de casting pour aborder la phase de la campagne, qui est une autre phase, peut-être que ça serait intervenu plus tard. Mais le fait que ça intervienne à ce stade-là, moi, je considère que c'est un séisme parce qu'on a un des personnages qui s'est le plus vendu sur ce thème du cinquième mandat qui disparaît et il n'est pas sûr que ceux qui vont le remplacer vont tenir le même discours. La certitude, c'est que ceux qui vont le remplacer, à commencer par, on a cité le nom de celui qui succède, le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui assure l'intérim, il est à peu près certain qu'il ne va pas parler de la même manière, qu'il ne va pas avoir ce zèle à vouloir nous vendre coûte que coûte le cinquième mandat. Et donc, je pense que c'est le premier geste d'organisation des choses de sorte qu'on puisse s'abriter, se mettre à l'abri si on est obligé de renoncer au cinquième mandat. On se sépare de quelqu'un qui est totalement associé au cinquième mandat. Et moi, ma lecture politique, c'est celle-là. Mais on peut trouver un autre. On peut trouver n'importe qui pour s'associer au cinquième mandat. Franchement, c'est pas une histoire d'homme. Alors là, il y en a pléthore. Ils peuvent trouver au FLN plein de gens qui peuvent continuer à crier Vive Bouteflika, etc. Les louanges. Et ça, c'est pas le problème n'est pas à ce niveau-là. Moi, je crois que le problème avec Ould Abbas, c'est que ça devenait problématique. Cet homme devenait problématique sur une élection qui est compliquée à vendre. Elle est très compliquée à vendre. Elle est plus compliquée que lors du quatrième mandat. Déjà, du point de vue de la santé, le président n'est plus plus la même force. Donc, à mon avis, ils ont besoin de gens qui soient un peu plus crédibles pour vendre ce cinquième mandat, s'il a lieu. Donc, Salim, pour toi, le fait qu'il y ait ce départ de Ould Abbas, c'est quelque chose qui renforce plus l'idée d'un cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika, plus que ça ne met en avant les hypothèses qui ont couru cette semaine sur le fait qu'il n'y ait pas, en fait, que Abdelaziz Bouteflika ne va pas se présenter pour un cinquième mandat. Ils mettent en place une alliance. Je ne crois pas qu'il y a... Bon. Pour moi, ma lecture, c'est que dans le pire des cas, on aura 2 ans de plus. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas, le président, on trouvera une solution pour lui garantir 2 ans de plus. Mais moi, je ne vois pas... Franchement, je ne vois pas Bouteflika venir ou par un communiqué annoncer qu'il n'est pas candidat... Ça n'est pas obligé d'annoncer. S'il n'est pas candidat, il n'est pas obligé d'annoncer. Mais par contre, s'il est candidat, il est obligé de l'annoncer. Mais s'il n'est pas candidat, il peut ne pas l'annoncer. Saïd Jaffer, comment tu as pris, toi, cette nouvelle? Moi, j'y vois un signe d'une fin de règne très chaotique. Parce que présenter Ould Abbas comme ayant pris position contre Lour est erroné. Parce que quand on l'écoute, il dit il y a un Premier ministre et un ministre de la Justice, et leur chef, c'est le président, c'est à lui de trancher. Il est même, pour une fois, il est dans une logique d'ordre tout à fait nickel. Tout à fait. Et donc, ce n'est pas ça le reproche. En réalité, si on veut réellement le reproche qu'on lui fait, c'est que ça fait quand même plus d'une année où Yahya est présenté comme le méchant, celui qui prend les mauvaises décisions que le président vient annuler, celui qui veut appauvrir les Algériens et que le président contre. Et donc, ce qu'on lui reproche en réalité, c'est de ne pas avoir saisi qu'en réalité, il fallait soutenir Lour. Ils n'ont pas défendre l'ordre de préséance de la gouvernance. Et donc, c'est-à-dire, en fait, le personnel politique du cinquième mandat est mis à rude épreuve aujourd'hui parce qu'il est dans une situation où la visibilité n'est pas évidente et du coup il se trompe. Et moi, en fait, je pense que Ould Abbas a été puni pour ne pas avoir compris de lui-même, sans qu'on lui dise qu'il fallait soutenir Lour contre Yahya. Donc il faut sortir les torches. À mon avis...
À mon avis, il faut prendre en considération l'opinion publique. Aux yeux de l'opinion publique, Ould Abbas, c'est quoi? Ould Abbas, c'est le 5e mandat. Il incarne le 5e mandat. Donc, vis-à-vis de l'opinion publique, toujours, si on écarte Ould Abbas de cette manière, ça veut dire qu'on écarte le 5e mandat aussi. Ça, c'est le message qu'on peut comprendre, c'est-à-dire d'une manière spontanée, quoi. L'opinion publique qui a l'habitude depuis des mois et des mois à entendre Ould Abbas le répéter avec zèle. 5e mandat, Raïs, du jour au lendemain. C'est peut-être qu'à force d'excès de Ould Abbas, c'est-à-dire il était dans il est dans هذا المستوى تاع المدح que ça devenait même gênant pour le cercle présidentiel. Mais pourquoi il en a fait tellement dans trop. l'optique de 5e mandat, pourquoi c'est gênant? Il en a fait tellement trop. L'opinion publique, ils s'en foutent en général. Mais quand c'est du grotesque, quand ça devient un spectacle permanent sur les réseaux sociaux, les gens en train de se moquer, ils le ressentent. Et je pense que peut-être que sur ce terrain-là, il en avait tellement fait trop que même à la présidence, on dit, bon, il faut se débarrasser de ça, et trouver quelqu'un de plus pondéré, et qui va trouver un autre discours que cette histoire de J'en profite quand même, je ne peux pas m'empêcher de le faire, de rappeler que lors des dernières élections, la gendarmerie nationale a arrêté le fils de Jamal Ould Abbas avec un grand montant qu'il a touché en vendant des investitures pour le compte de son père, et que cette affaire a été étouffée, parce qu'on avait encore besoin à ce moment-là de Jamal Ould Abbas. Mais bon, il a vendu des investitures. Bien évidemment, il faut toujours présomption d'innocence, enquête, mais l'enquête, en l'occurrence, a été bloquée. Et donc, le plus grand tort pèse sur lui. Voilà, c'est-à-dire, en fait, c'est ça le drame. C'est qu'on est dans un système où ceux qui font, soi-disant, l'animation politique ne sont pas des hommes politiques, ce sont des serviteurs. Et un serviteur, on peut s'en débarrasser à tout moment. Voilà, on est en ça, Ould Abbas, ça, ils l'ont épuisé, et ils le renvoient à faire écrire ses mémoires. À écrire ses mémoires. Qui peut vendre le 5e mandat mieux qu'Ould Abbas? Ben là, ils le vendent très mal. Non, attention, c'est pervers. Parce que le 5e mandat qui est mauvais. Déjà, c'est la marchandise qui est mauvaise. C'est pas le vendeur, c'est pas Ould Abbas qui est mauvais. Mohamed, si j'étais dans la paranoïa des gens du pouvoir, je dirais que Ould Abbas travaille contre le 5e mandat. Au contraire, Ould Abbas a bien vendu, a bien défendu. Ould Abbas a réussi à défendre l'indéfendable. Là, ils vont changer de registre. Ils vont essayer de changer de registre. Je pense qu'on est dans ça. Mais alors, justement, dans le cas où on serait dans l'hypothèse contraire à ce que Salim Mesbah, lui, pense qu'on n'est pas du tout dans cette possibilité-là, mais dans ton site, sur TSA, l'ancien président du Parlement, Abdelaziz Ziari, avait déclaré que Ouiahia est la seule personnalité capable de remplacer Bouteflika. Et il a laissé entendre qu'à ses yeux, Ahmed Bouteflika peut avoir les capacités de succéder. Ahmed Ouiahia peut avoir les capacités de succéder. On ne connaissait pas le frère, celui-là. À Bouteflika. Il a dit ça avant la photo derrière Macron. Mais qu'il pourrait ne pas faire consensus, la cooptation du président au sein du système étant la règle. Ouais. Donc, je veux dire, est-ce que ça, c'est déjà pas un signe que tout le monde est en train déjà c'est-à-dire de nous montrer que cette candidature, en fait, n'aura pas lieu Non, c'est plus la supputation qu'autre chose. Parce que Ziari, il s'est fait allumer par les gens du FLN, franchement, on a reçu des tonnes de réactions contre lui pour avoir dit ça. C'est pas un soutien à Ouiahia, il soutient pas Ouiahia. Il explique que si. Ceux qui ont répondu à Ziari, non. Ah si, bon, j'ai lu les réactions. Ils disent que c'est à Bouteflika de choisir son successeur. C'est pas Ziari. Ça veut tout dire. Oui, c'est ce que dit ceux qui soutiennent Bouteflika. Ziari a pratiquement condamné le FLN en disant qu'il n'y a aucune personnalité. Il n'y a plus d'encadrement. Mais c'est ça ce qui a été reproché. C'est le grand reproche, il est là. En disant, si Bouteflika n'y va pas, c'est le vide. Le FLN, il n'y a rien. C'est la vacuité totale, il n'y a rien à en tirer. Donc le seul à pouvoir assurer la fonction,
c'est Ouyahia. Et quand même, Ziani n'est pas censé être un amateur, et s'il met en avant Ouyahia, c'est aussi une volonté de le pousser, de dire voilà mon candidat. Il le dit d'une certaine manière. Ah, voilà. En fait, est-ce qu'il le fait que pour lui-même ou pour d'autres? On va faire du making-of en direct. C'est important la façon dont on arrive à dire quelque chose. Est-ce que le nom lui a été suggéré ou est-ce que c'est venu dans l'entretien spontanément? C'est important, c'est très important. Non, spontanément, c'est lui-même qui l'a... Non, c'est lui-même qui en a parlé. À mon avis, c'est très parlant. Oui. Ça, c'est très, très important. Bon, je vous rappelle quand même... je commence à faire comme Mourad Goumiri dans le café des experts économiques. Il commence toujours par rappeler quelque chose d'ancien. Moi, je suis solidaire de ma génération. Mais tu n'es pas de la même génération. Je suis légèrement plus jeune. Ziari, c'était le président de l'Assemblée nationale. C'est le premier, avec Abdelaziz Belkhaden, qui nous a sorti l'histoire du 3e mandat. Et il disait quelque chose. Et on ne va pas dire que c'est un oracle, qu'il faut regarder ce qu'il annonce, parce que c'est ça qui va se passer. Oui. Mais moi, je ne trouve pas du tout anodin ce que dit Ziari. Je trouve pas du tout anodin. Il faut juste situer qu'à l'époque, c'était l'homme du général Tawfiq. À l'époque, c'était vraiment l'homme du général Tawfiq. Et je pense que, même si les relations se sont forcément distendues, parce que le général Tawfiq n'a plus le pouvoir qu'il avait, je pense que quelque part, il veut être le porte-parole d'un point de vue dans le système, pour dire... si ça ne va pas avec Bouteflika, il y a encore des solutions dans le système. Et la partie du système dont il se fait le porte-parole, elle serait quand même plutôt pour Ahmed Ouihia. Je ne vois pas Taïb Louh qui déclarait comme ça du jour au lendemain la guerre à Ouihia sans qu'il y ait quoi que ce soit, qu'il y ait quelque chose en relation avec les élections présidentielles. Et dans la même semaine, Jamal Ould Abbas tombe. Dans la même semaine, Jamal Abbas tombe, c'est quand même significatif. Moi, je pense que bon, il peut survenir des situations de coïncidence comme ça, mais la main invisible, dont j'avais fait le papier sur la main, elle continue de perturber beaucoup le 5e mandat, vraiment. Oui, mais alors, est-ce qu'une candidature de Ahmed Ouihia serait possible? On dit aussi que c'est pas... Ici même dans le CPP, la semaine dernière, que c'était pas quelqu'un qui était... Si Bouteflika n'est pas candidat, Ouihia est candidat. Il l'a dit lui-même. Ouihia a dit, il a dit clairement, je ne serai pas candidat si Bouteflika est candidat. Ça veut dire que reste, il est candidat. Mais Saïd, est-ce qu'on ne dit pas aussi que Gaïd Salah n'est pas du tout quelqu'un qui apprécie Ahmed Ouihia? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va accepter une candidature Moi, j'ai du mal. Je ne sais pas ce que pense Gaïd Salah, je t'avoue. D'accord. Je ne sais pas ce que pense. Mais en fait, là, tu poses la question. C'est que, en réalité, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, si Bouteflika est toujours candidat, les choses, on est pas dans le truc par défaut. Mais s'il n'est pas candidat, est-ce que l'armée, c'est-à-dire là en l'occurrence actuellement c'est Gaïd Salah, va peser dans le choix du futur candidat ou non? Et là, entre ces histoires, ce qui se passe, les histoires des généraux, etc., il y a l'ancien ministre des Affaires de la Communication, comment il s'appelle, Abdelaziz Arhabi. Abdelaziz Arhabi, qui te dit que toutes ces histoires sur la corruption des hauts gradés, etc., c'est destiné à empêcher l'armée d'être un acteur dans la succession. Et donc, voilà. On est dans le... Tout dépend, en fait, de Bouteflika. Parce que... Et alors, tout dépend du poids de Gaïd Salah au moment où il y aura la succession. Voilà. C'est ça, tout est là. Et si ils mettent en place ce qu'ils ont envie de mettre en place, c'est-à-dire séparer le chef d'état-major du vice-ministre de la Défense, ils vont installer Gaïd Salah comme vice-ministre de la Défense et nommer un chef d'état-major, c'est terminé. Ils feront ce qu'ils veulent. Le poids est réduit. Le poids est terminé. C'est très symbolique, le poste de vice-ministre de la Défense, il n'y a pas grand-chose. Donc tout dépendra à ce moment-là où on est Gaïd Salah. À mon avis, c'est difficile de... C'est difficile de... En fait, tout dépend de... Les gens vont décrocher, à mon avis, lentement et très difficilement de la perspective. On a tellement construit dessus, que ce soit Bouteflika qui se succède à lui-même, qu'il faudra quand même qu'il s'écoule beaucoup de semaines et on va avoir du boulot au café presse politique. Ah oui. Mais il se passera souvent des choses. Mais je pense que la tendance, c'est quand même... On ne peut pas dire que le scénario du 5e mandat se soit consolidé depuis un mois.
même si on a mis en place cette coalition, Oui, etc. oui. Non, ça a l'air de s'effriter complètement. C'est pas peut-être cette complètement, pas coalition qui complètement. a- Non, Pas non, complètement. pas Ça, du c'est tout. pas effrité complètement. Mais on peut pas dire que ça, au passage, j'aurais pu le donner comme image de la semaine. Il y a Ali Haddad qui a envoyé à ses pairs de candidats, l'Assemblée générale les candidats donc, Les pour candidats, sa oui. propre succession à la tête du FCE, donc en décembre prochain. Mais sinon, moi, je pense qu'effectivement, si Bouteflika, finalement, pour des raisons de santé, évidemment, que pour des raisons de santé, n'arrive plus à se présenter, le pouvoir n'aura pas le temps de se mettre d'accord sur une candidature forte. Et en absence d'une candidature forte, c'est Ahmed Yahya qui sera le candidat, et par dépit, par défaut. Par défaut. Et ils vont essayer de s'aligner, mais en ordre dispersé sur Ahmed Yahya. Ce qui ouvre un vrai boulevard à une L'opposition. candidature forte de l'opposition. C'est tout le scénario d'avril prochain qui est chamboulé. Parce que là, face à Ahmed Yahya, si l'opposition ne trouve pas les moyens de se mettre en configuration de marche et de nous sortir une grande candidature, voire deux éventuellement, pour battre le candidat du pouvoir, en tous les cas le gêner sérieusement, ça veut dire que vraiment on est au pire. Ils ont du boulot. Hein. D'accord, on va revenir justement sur l'opposition, mais je voulais juste en finir avec Taïeb Lour. Donc pour aucun de vous, il n'est possible... ce n'est le candidat du C'est le régime, candidat du d'Abdou Sammar soleil, du depuis- consensus. C'est le candidat d'Abdou Sammar depuis son papier aujourd'hui sur Algérie Part, où il salue la justice. Bonjour Moi, Abdou. je pense que quelqu'un comme Hamel va être remis au devant de la scène. Je peux dire un mot sur le Hamel? Quand je termine, tu peux Laisse-le aller. terminer. Moi, je pense que Hamel est loin d'être terminé, que pour des raisons, ils l'ont protégé en le retirant de la direction de la DGSN, et je pense qu'il va être remis avec un poste de responsabilité à un moment donné. Hamel était un maillon important de la stratégie des Bouteflika depuis très longtemps. Colonel Habiri a fait quand il est arrivé, il a réglé des comptes avec le Hamel parce qu'il y avait un problème, un contentieux entre les deux hommes. Il a récupéré les voitures qu'a distribué le Hamel dans une démarche, on va dire, électoraliste. Hein. Et il a reçu l'ordre, le Habiri, de se calmer sur le Hamel. Le Hamel on lui a restitué une partie des choses qu'on lui a enlevées. On lui a même restitué son secrétaire. Donc il y a une réhabilitation en cours et à la présidence, ça ressemble à une manière de conserver un point d'ancrage face notamment Al Habiri, c'est pas l'enjeu, mais à Gaët Saleh. Et donc, il reste dans le circuit. C'est-à-dire que toutes les possibilités... Bon, maintenant, moi, je ne crois pas qu'il puisse devenir candidat. Il est très mal barré pour cela. Son fils est engoncé dans le port sec d'Oran avec l'affaire des 701 kilos de cocaïne. Ouais. Et donc, mais on le maintient. L'OH, c'est la même chose. C'est le même clan qui travaille pour essayer de maintenir des possibilités. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Il y en a même qui relancent Khalil, là. Khalil, c'est pas sérieux. En fait, on est dans un jeu vraiment d'intrigue. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas dans la politique. C'est de l'intrigue. Moi, je suis fasciné par l'histoire des généraux. Je vous le dis. Je suis vraiment fasciné. Arrêté, mis en tôle, accusé de corruption et de trafic d'influence. Perquisition chez eux. On leur retire leur passeport et puis, subitement, ils sont libérés, on leur restitue leur passeport. Du président. Ça c'est là aussi, c'est les médias qui le disent, mais on ne sait pas. Non, mais c'est-à-dire, moi, je tiens à le dire parce qu'on a, sur cette histoire-là, à aucun moment, tu as une source officielle. Aucun communiqué du MDN, aucun communiqué de la présidence. Et donc, ils sont libérés et on leur restitue leur passeport. C'est quand même fort en café, comme on dit. Hein. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Une des hypothèses, est-ce que c'est pas pour affaiblir Gaët Saleh? On peut se poser la question. C'est surtout, ça veut dire que c'est Gaët Saleh qui les a jetés en prison. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Ça, grosso modo, c'est que c'est Gaët Saleh qui les a mis en prison. Il y a un retournement. On a des retournements qui se déroulent sur une semaine. Plus des retournements qui vont sur des mois. Et donc, on a une accélération de la logique d'intrigue qui est assez étonnante. Hein, Mohamed, toi, tu penses que... C'est-à-dire que l'information qu'on a sur les généraux, c'était complètement parcellaire, c'est ça, ce que tu disais? Non, je ne sais pas. Je ne peux rien
affirmé ni infirmé, mais je sais que ces généraux ont été accusés à travers des médias. Je ne dis pas que des médias les ont accusés. Ils les ont accusés à travers des médias. C'est un Nahar On qui nous les a a vendu accusés. cela, Non, voilà. il faut le On dire. nous a- voilà. Les accusations sur ces... L'information, premièrement, de leur arrestation et de leur... c'est Ensuite, venu on de les a Nahar. libérés à travers d'autres médias. aussi. alors, Donc, on ne sait pas. Juste pour rappeler donc, quand il faut même, il y a, chercher il y a beaucoup du, plus il y a les du messages factuel, on politiques sait, derrière on tout sait, ça. on peut pas dire on ne sait pas, on sait un petit peu quand même. Tout est parti de l'affaire des 701 kilos de cocaïne et des vidéos qu'on a retrouvées chez Kamel Boucher. Et dans les vidéos, il y avait le fils de Chentouf, il y avait le directeur central des finances, le général Bouldouawar, c'est ça Bouldouawar, oui. Le collaborateur. Et c'était Est-ce une que aubaine. Est-ce que c'est tous les généraux qui sont liés Non. Voilà. C'est quand même une sacrée question. Saïd Bey, par exemple, là, on n'est pas lié. N'est pas lié, mais on lui reproche de ne pas avoir été au fait de ce trafic. C'est différent. Et d'avoir le port sec du fils de Hamel sur place. Le fils de Hamel, il y avait le chauffeur de la famille qui effectivement transportait Kamel Boucher et tout ça. Gaël Saleh, qui était depuis très longtemps dans une tentative de faire place nette pour lui-même à la tête de l'armée, il cherchait à le faire depuis longtemps, a trouvé une aubaine. Parce que la DCSA donc, était encore sous sa main. Des 4 grands corps de la sécurité du DRS, il y en a un seul qui est resté sous sa main. Les 3 autres étaient sous la main du coordinateur Bachir Tabtag et de la présidence. Et donc, avec la DCSA, la sécurité de l'armée, l'ancêtre de la sécurité militaire, il a pu mettre à pas tout le monde. Et il a ramené à la présidence, il a dit voilà, ces gens-là, ils marchent avec un trafiquant de drogue, etc. Ils étaient obligés d'accepter qu'ils soient démis de leur fonction. Mais c'est vrai que la présidence n'était pas nécessairement au fait qu'ils allaient être embastillés. Ça, c'est vraiment du Ahmed Gaël Saleh. L'embastillement à Blida, c'est du Ahmed Gaël Saleh, pur jus. Et c'est de ça qu'on est en train de revenir. Donc, leur libération, c'est de ça qu'on est en train de venir. Vous avez noté aussi qu'au passage, le patron de la DCSA a changé encore une fois. Le patron de la sécurité, celui qui a conduit l'enquête et celui qui a participé à donner des instructions à la sécurité, à la justice militaire pour les embastiller, a aussi sauté. Donc on est en train de reconfiner. Ahmed Gaël Saleh, en train de le reconfiner. Est-ce que c'est le prochain qui va sauter comme Jamal Ould Abbas? C'est un peu plus compliqué. Et Ouihia aussi peut-être. Alors, Ouihia, dans les généraux, Ouihia, j'ai une bonne transition. Pour la deuxième partie, j'imagine. Non, pas encore. La deuxième partie, on a une partie un peu plus longue cette fois-ci à cause de l'actualité. La deuxième partie, on va la faire un peu plus courte que d'habitude, c'est pas grave. C'est le mot, c'est-à-dire Ouihia semble être le candidat des stabilocrates. C'est le mot utilisé par le général Reddiri Ali dans une tribune publiée aujourd'hui par le Watan, pas aujourd'hui, la semaine dernière, l'élection présidentielle de 2019 entre espoir et péril, et où il appelle de ses voeux à une élection historique, une élection ouverte, où enfin on fait confiance au suffrage universel. Donc, est-ce que vous avez tous lu, j'imagine, cette tribune, et il y a le portrait robot du candidat idéal. Est-ce que ce portrait robot répondrait à quelqu'un dans l'opposition ou quelqu'un qui n'est pas... Écoute, moi j'ai beaucoup apprécié cet article. C'est rare que j'apprécie des articles. Il est très bien. Autant vous le dire. J'ai beaucoup apprécié. C'était bien écrit. C'était bien écrit. Il exprimait un bon sens national tout à fait remarquable. Et ce qu'il dit, ce que tu dis, au lieu que ça soit le portrait robot, en réalité, c'est très clairement, il faut organiser l'espace de liberté pour que les candidatures puissent émerger de manière libre et que les Algériens puissent arbitrer. Et effectivement, c'est ça où le problème base, parce qu'en 4 mois, ça va être très difficile. Ça va très, très difficile de le faire. Et l'idée d'organiser, de discuter d'une transition, d'un consensus comme le faisaient certains, etc., elle n'est pas erronée parce qu'on est dans un régime à l'article de la mort. Et il faut éviter que cette mort ne soit désastreuse pour le pays, parce que sa mort est inéluctable. Il faut éviter qu'elle soit désastreuse. C'est pour ça qu'il faut organiser une forme de transition pour que, effectivement, des candidatures
de l'opposition, comme celle du régime, puisse émerger. Mais actuellement, si dans 4 mois, c'est Ouihia contre un candidat de l'opposition, non, il va perdre le candidat de l'opposition parce qu'on aura tous les moyens de l'État, tout le dispositif classique de la fraude qui va se mettre en place. Mais c'est pas justement ce que disait Ihsan. Lui, Ce n'est pas une question de temps. Ihsan le souhaite, moi je ne crois pas que c'est faisable en 5 mois. Une candidature de Ouihia qui serait tellement impopulaire que ça... C'est-à-dire non, regarde, si les non, il faut quand même revenir à une chose. Le système algérien a perverti le vote. Mais les Algériens ont réagi à cette perversion. Oui. Ils réagissent comment ? En s'abstenant. Voilà. Et le problème, c'est que si on leur met Ouihia avec le soutien de tout l'appareil politico-administratif, les Algériens ne vont pas voter un candidat de l'opposition handicapé par ce refus des Algériens d'aller voter. Oui, face à un candidat d'opposition, c'est fort possible que les Algériens aillent tous se mobilisent pour voter contre Ouihia. Ça, c'est un souhait, moi, j'en suis pas sûr. Je le vois. On est dans le procès de fabrication d'un nouveau candidat est toujours compliqué. Il faut se rappeler Abdelaziz Bouteflika, parrainé par l'Arbi Belkhir, en automne 98, après la démission surprise du général Zeroual. Il a fallu 2 mois pour mettre en ordre de combat le cœur du système. On se rappelle tous de l'écart. Quand même. D'ailleurs, c'est ça qui doit relativiser l'histoire Zeroual. On le présente. En fait, Zeroual leur a donné tout le temps de se préparer. Vous avez une démission annoncée. Normalement, un président, quand il veut démissionner, il démissionne. Et à ce moment-là, le vrai problème qu'ils auraient eu, c'est de concocter un candidat en 45 jours. Là, tu leur donnes 6 mois et ils ont eu le temps largement de l'organiser, de préparer des appareils, etc. Je ne suis pas d'accord sur ça. Non, mais justement. Et cette fois-ci, on va pas le temps. Zeroual leur a pas... Mais on parle pas... Non, en 98, j'ai dit c'était difficile. Aujourd'hui, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Si le président... Si Bouteflika n'est pas candidat en avril prochain, on le saura très tard. Ils auront le temps de... Ouihia est déjà préparé dans les tablettes d'une partie du régime, tu l'as dit toi. Mais notre parti a passé son compte depuis des mois à casser Ouihia. Ils ne feront que rallier les autres d'une manière ou d'une autre. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que cette opposition est capable de trouver un candidat, se mettre d'accord sur un candidat? Elle n'est pas capable de le faire. Donc franchement, que ce soit 4 mois, 6 mois ou une année, cette opposition... Une année, elle peut le faire. 4 mois, non. Il y a tellement d'antagonisme entre eux. Attends. Oui. Et pourquoi un candidat de l'opposition? Non, c'est pas sûr. On ne pas pour le faire. Ça dépend de qui. Ils ont pu se réunir à Mazafran, etc., dégager des dénominateurs communs. C'est vrai que ça clash toujours quand il s'agit de désigner une personne. Mais le jour où où les Algériens, c'est-à-dire les électeurs, auront le sentiment que leur vote aura du sens, il y aura des gens qui vont émerger, même si c'est une opposition disparate, ça passera. Mais là, dans un circuit fermé, les Algériens vont rester en retrait. Peut-être que cette élection peut permettre l'émergence d'une vraie opposition. Peut-être. Ça, peut-être. En dehors du candidat, etc., peut-être enfin on aura une opposition unie qui pourra carrément constituer un socle contre un candidat du pouvoir, mais pas uniquement durant l'élection, mais bien au-delà, avec un programme, avec ça, c'est peut-être la chance serait à ce niveau-là. Sur ce, nous allons terminer cette partie un peu plus longue que d'habitude à cause de l'actualité. Nous vous retrouvons après la pause pour parler des révélations qui ont été faites lors du procès des journalistes la semaine dernière. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve.
Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse politique et nous allons parler des révélations qui ont été faites pendant le procès jeudi dernier des journalistes Abdou Semmar et Marwan Boudiab. Ils avaient été incarcérés pendant 15 jours et ils ont été libérés sur ordre du juge. C'est un verdict. C'était le verdict, mais c'était pas. Il a ordonné leur libération, mais il ne les a pas acquittés. Il a demandé un complément d'enquête, et surtout, on a appris par les avocats que les journalistes avaient été incarcérés bien avant qu'il y ait eu un dépôt de plainte qui a été déposé contre eux. Ensuite, dans un entretien qui a été accordé à Radio M par Abdou Semmar, on a appris aussi que Abdou Semmar, en fait, n'a même pas eu une convocation écrite de la gendarmerie. Il a juste reçu un coup de fil. Ils l'ont appelé au téléphone, ils lui ont dit de venir et il s'est présenté. Et au bout d'un interrogatoire, il s'est retrouvé menotté en prison. Alors, rappelons que ces dérapages graves font planer encore plus d'inquiétude sur d'autres journalistes qui sont encore en prison, à l'image de Adlan Meller, qui s'est vu refuser une demande de liberté provisoire, ou du directeur de la web radio constantinoise, Sarbakan. Mais aussi sur les personnes accusées par le directeur de Nahar de former un réseau au service du Facebooker Amir Dezed, à savoir le comédien Kamel Bouakaz et le footballeur Fodil Dob. Alors, je voudrais avoir un peu vos réactions après ces révélations, Ihsan. Bon, je pense que les faits, on commence à bien les connaître. Le procès de la semaine dernière, de jeudi dernier, a été très largement couvert, médiatisé, tout ça. Donc, on a tous appris la légèreté avec laquelle la procédure a été menée. J'en profite pour dire que même à la période où moi j'étais du côté des prévenus, mouvement étudiant de 1981, on ne faisait pas ce type d'erreur. On instruisait un dossier, on est resté 9 jours chez la DGSN, on a passé 8 mois en prison, mais le dossier dans les interrogatoires, ils ont essayé de lui donner une consistance et un fondement juridique. C'était sérieux. Aujourd'hui, on a... Je peux le dire, on a un commandant en chef de la gendarmerie, le général Blixel, qui vient de débarquer au poste, qui veut faire ses preuves, qui fait les Rambo. Pour le moment, ça fait des Abdou Semmar en prison, ça ne fait pas comme un de ses prédécesseurs qui a tué 126 jeunes en Kabylie pour s'imposer et qui est resté en poste jusqu'à la fin. Donc ce Rambo qui arrive à la tête de la gendarmerie nationale applique des ordres. J'imagine que ce sont des ordres qui viennent du MDN. Pour instruire une affaire de la façon la plus cavalière. C'est-à-dire que quand on a les détails de ce qui s'est passé, on est dans un scénario de privatisation de la gendarmerie nationale au profit d'intérêts privés. Il y a un officier qui a dit « Si Moukaddem a appelé ». Il a déposé plainte. Si Moukaddem, c'est Anis Rahman. C'est ce que Abdou Semmar a dit. L'officier de la gendarmerie nationale. Donc, on en est à cela aujourd'hui. Après, les motivations, pourquoi le général Blixel fait cet excès de zèle contre la presse, il y a en pointillé une tentative d'explication d'Abdou Semmar, je la rapporte, elle vaut ce qu'elle vaut. Il dit qu'au moment où le président de la République, ce qui fait office de président de la République, a fait ce communiqué du 22 octobre, où il invite les journalistes à faire de l'investigation, il les soutient, etc. On essaie de casser le message et de créer de la perturbation en mettant des journalistes en prison, ce qui en fait jette l'opprobre sur le président de la République et sur sa volonté, soi-disant, de laisser les journalistes travailler. C'est une tentative d'explication, moi j'y crois pas beaucoup, mais c'est celle qui est proposée posée sur la table. Il ne reste que nous sommes quand même dans une configuration où on continue à vouloir traquer la cyberdissidence, où Amir Dezed est dans tous les interrogatoires, ça a été confirmé, et on sait maintenant un peu plus pourquoi Amir Dezed est dans tous les interrogatoires. Amir Dezed a pris une puissance qu'on ne lui soupçonnait pas. Oui. Aujourd'hui, il semblerait, de ce qu'on a entendu, recoupé, etc., que juste le fait de dire à quelqu'un
si je ne règle pas le problème avec toi, je vais me plaindre à Amir DZ, ça peut ouvrir des portes, ça peut régler des problèmes. Pas nécessairement du chantage. Hein. Quelqu'un qui a une créance, il faut que tu me la règles, sinon je vais dire que tu es un mauvais payeur. Oui. Ça peut être réglé juste en évoquant Amir DZ, tellement il a pris de l'importance. Voilà. Et il semblerait que dans le pouvoir, on n'en veuille plus. Donc c'est devenu une sorte de Robin des Bois. Ça peut l'être aussi comme ça. Oui. Ils veulent mettre fin. Donc, Mohamed, qu'est-ce que tu penses? Moi, ce que je retiens beaucoup plus, c'est cette image des accusés donc, menottés et exposés par les gendarmes devant des caméras. C'est scandaleux. Une seule caméra. Non, pas toutes les caméras. Bon, Nahar n'a pas une seule caméra. Il y a beaucoup de caméras. Une seule télé. Une seule télé. Oui, c'est pour Nahar. Oui, c'est pour le dire. Mais devant les caméras de Nahar. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est scandaleux. Je suis d'accord avec Hassan. On a carrément privatisé la gendarmerie. On a l'impression comme si cette gendarmerie est devenue la propriété d'Anis Rahmani. C'est ce qu'on a vu durant cette histoire-là. Pour le contenu de cette histoire, on est dans les dommages collatéraux de tout ce qui se passe donc autour de cette histoire des présidentielles de l'élection 2019. Présidentielle. Voilà, chaque clan élimine l'autre. Malheureusement, nous les journalistes, à chaque échéance électorale, à chaque fois qu'il y a donc ces lieux de clan, nous sommes toujours dedans. Parce que les journalistes n'ont pas... c'est notre drame depuis longtemps. On ne sait pas comment prendre nos distances vis-à-vis de ce qui se passe donc, entre tous ces clans de pouvoir. Voilà. Et donc, il paye aussi un peu une proximité trop grande avec le pouvoir. Mais Mohamed, donc tu penses que la thèse que développe Abdou Semmar dans l'entretien à Radio M, selon laquelle il fait les frais un peu de gens qui voudraient salir, il dit même salir l'image du président de la République. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'a pas dit à l'image du président de la République est assez... C'est du off? Non. D'accord. Je n'aime pas ces gens qui essayent de blanchir Bouteflika. Même dans l'état de santé où il est aujourd'hui, il est responsable de cette situation et de sa situation, lui. Non, ça tient pas. Ça tient pas l'explication comme quoi on réagissait pour... Par contre, ce qui est intéressant, le poids d'Amir Dezat est le reflet des atteintes aux nos libertés. C'est-à-dire... toutes les libertés, c'est la liberté syndicale, le droit d'avoir des recours à la justice qui est régulier, le fonctionnement de l'État, tout ça, c'est devenu le déversoir. Vous savez, moi je me souviens toujours, pourquoi ils ont libéré ces TV offshore? C'est parce que le Maghrébia est sorti. Et le Maghrébia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné le trottoir, c'est-à-dire les gens appelaient et ça déversait. Et Amir DZ, et donc pour contrer le Maghrébia, on a créé ces télés offshore qui sont sous contrôle, ils ne font pas faire semblant, totalement sous contrôle. Amir DZ, qu'est-ce qu'il est? C'est lui, il est sur les réseaux sociaux, il fait ce que le Maghrébia faisait, mais en plus cabreux, parce qu'il n'y a pas un côté Robin des Bois aussi. Ce que tu peux voir dedans, il y a des horreurs. Hein. Il y a des horreurs, ce n'est pas que un justicier. Et donc, mais ça reflète en fait comment dire, tout l'effort que fait ce régime pour contrer la société, pour empêcher sa structuration, pour priver les gens de leur liberté, leur droit de faire des recours. Et c'est ça, Amir Dezat. C'est une excroissance des pratiques du régime. C'est vraiment un miroir. Ils ont créé un monstre. Ils ont créé un monstre. Voilà. Ils ont créé un monstre parce que je regardais son intervention après on était 300 000 à le regarder en direct. Il y avait 300 000 personnes une fois qu'il y a eu les arrestations de son frère et donc de Kamal Bouaga, c'était sa première... Amir Boukhol. Et on était 300 000 à regarder en live Amir DZ pour attaquer une nouvelle fois ceux qui ont arrêté essentiellement. Juste pour rebondir à ce que disait Kadé, je pense qu'il y a aussi le rôle de la chaîne qui est très important dans cette histoire des arrestations. Je pense qu'on a aussi voulu faire plaisir à une chaîne
on a aussi voulu faire plaisir à un patron de chaîne qui a un pouvoir certain. Et on a accepté d'arrêter des gens qui lui portaient préjudice, entre autres surtout Ahmed DZ et les attaques concernant comment on appelle ça, sur le père, sur le papa. Donc il y a aussi ça, sur le père du directeur de la chaîne en question. Donc il y a aussi dans cette histoire une responsabilité certaine de la chaîne de télé avec ce qui s'est passé. Alors, on n'a pas d'institut de sondage, on ne sait pas vraiment ce que pensent les Algériens. On subodore quand même qu'ils sont de plus en plus en colère. Mais déjà avec les 2 millions de fans de Ahmed DZ, on a une indication. Avec les likes, quand il publie quelque chose, on a aussi une indication. Salim vient d'en donner une sur ses réponses. Et puis moi, je constate que, par exemple, l'interview avec Abdou Samar a déclenché il y a une majorité il y a un record de commentaires sur le site de Radio M, la chaîne YouTube de Radio M. Et la majorité des commentaires sont favorables, l'encouragent, essaient de défendre le journalisme qu'il représente, même si tu as souligné quand même que ce n'était pas le journalisme d'investigation tel que nous, on l'entendait. Et j'ai pu constater en accompagnant Abdou à l'extérieur, Abdou Samar à l'extérieur, que les gens sympathisent avec ce qu'il fait. Donc, quelque part, c'est aussi un indicateur. Et on peut se tromper, Ahmed DZ se trompe. Il n'y a pas de comparaison. Beaucoup parce qu'il attaque les gens dans leur vie privée et on ne peut pas être d'accord avec cela. Mais en règle générale, parce qu'il est contre le système, parce qu'il peut dévoiler le système, l'opinion est plutôt du côté de ces gens-là. Ça rappelle le fils. Ça rappelle le fils. Oui. On est toujours dans ces logiques-là. Plus tu étouffes, plus tu prives les gens de leur liberté et plus le discours le plus extrême, le plus radical qui l'emporte. Vraiment, c'est tellement mécanique, c'est quasi mécanique. C'est vrai pour Ahmed DZ, c'est pas le cas pour Abdou Samar qui essaie de naviguer entre les clous pour rester quand même dans la corporation. On a beau écrire sur l'évasion fiscale, sur l'économie parallèle, etc. Mais les Algériens continuent à faire leurs courses et à acheter chez les trabandistes et non pas chez des commerçants qui travaillent dans la légalité. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent plus la meilleure qualité avec des prix plus compétitif. La population de l'Ahmar est allée boire à la source. C'est la même chose pour les journalistes. La population de l'Ahmar a été boire à la source qui a été indiquée par le ministère de la Santé comme étant la source du choléra. C'est une forme de désobéissance donc, par rapport à l'État. Y compris l'abstention électorale. Voilà. C'est la forme de protestation pacifique que les Algériens ont trouvée sans aucune directive. Pour MRDZ, Abdou Samar et les journalistes professionnels comme... Merci à tous. En attendant, on n'a toujours pas de réaction de la gendarmerie nationale par rapport à cette affaire. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Soumia Frkali, la réalisatrice de cette émission, et Ahmed Belrit, qui est le caméraman. À la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.